L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Bonjour Hadjer, bonjour à tous nos auditeurs. Monsieur Achlaf, bonjour. Bonjour. Alors, rendez-vous désormais annuel, cette rencontre avec le président de la République, donc rencontre président de la République opérateur économique. Elle s'est tenue donc dans sa deuxième édition, marquée par plusieurs annonces du chef de l'État. La plus importante, ou l'une des plus importantes, c'est celle qui concerne Algex. L'agence du commerce extérieur l'entend dénoncée par les opérateurs économiques comme étant un frein avec des démarches administratives lentes, des lourdeurs pour le commerce extérieur. Alors, elle devrait être remplacée par d'autres agences. Une bonne nouvelle, je suppose, monsieur Achlef? Oui, tout à fait. C'est la preuve. Les applaudissements après cette annonce indiquent clairement ce soulagement, puisque l'Algex, qui était à l'origine destiné à promouvoir les exportations, n'avait aucune connaissance des besoins du marché pour pouvoir dire est-ce qu'il fallait importer tant de produits ou tant de produits. Nonobstant ça, il y a un problème, c'est que nous avons toujours suggéré d'éviter de faire l'amalgame. L'Algex faisait l'amalgame entre les produits destinés à la revente en état, parce qu'ils ont pris ça comme repère. C'était différencier entre les produits destinés à la revente en état, donc les opérateurs qui font de la revente en état, par rapport aux producteurs qui, eux, importent des produits dans le cas du fonctionnement. Néanmoins, c'est que il faut faire la différence entre les produits destinés à la consommation directement aux consommateurs. Il faut faire la différence entre ça et les produits qui, effectivement, sont importés par des sociétés qui refont de la revente en état, mais qui sont destinés à l'industrie. Il y a une grande différence. À titre d'exemple, je vous donne un exemple, une société dont je ne citerai pas le nom, mais ce qui m'intéresse, c'est de dire qu'elle existe depuis 1963, une société qui est très, très spécialisée, donc qui fournissait tous les aciers spéciaux pour l'industrie, pour l'entretien du parc industriel. Avec une très grande expérience, cette société s'est vue vraiment travailler au ralenti, puisqu'elle n'arrivait pas à importer, à répondre aux besoins des industriels, et justement ça retarde un petit peu le développement de l'industrie, ça augmente les surcoûts, parce que les aciers, quand on n'est pas spécialisé dans les aciers, donc parfois les industriels sont obligés d'utiliser d'autres aciers, mais qui ne durent pas dans le temps. Du coup, ça diminue la productivité des industriels. Donc, je cite cet exemple, c'est pour expliquer que il faut faire la différence entre des produits destinés aux consommateurs, c'est-à-dire qu'on va trouver, vous et moi, sur les rayons, et nous sommes tout à fait d'accord de protéger notre production. De toute façon, l'Algérie, quand elle l'a fait il y a quelques années pour justement protéger son industrie et essayer de développer surtout son industrie. On l'a traité de tous les noms, alors qu'aujourd'hui, nous voyons des grandes puissances qui prennent le libéralisme commercial et qui aujourd'hui imposent des taxes pour justement protéger leur économie. Donc, effectivement, la décision de l'Algérie de protéger son économie est une décision judicieuse. Nous allons en parler après pour voir les conséquences de cette décision, effectivement. Mais il ne fallait pas faire l'amalgame dès le début. C'est-à-dire, c'est cette question-là qu'il faut prendre en charge. Aujourd'hui, il faudrait arriver à faire la distinction entre les produits revendus en l'état destinés aux consommateurs, que nous allons trouver dans les rayons. Et effectivement, ces produits-là seront remplacés effectivement par des produits locaux. Par des produits locaux qui sont d'une excellente qualité, mais faudrait-il que l'industrie
algérienne puisse travailler normalement pour justement donner des produits, des quantités suffisantes pour le consommateur. Et pour ça, elle a besoin d'entretenir son parc industriel, et pour entretenir son parc industriel, elle doit acheter, j'ai cité cet exemple, je continue, elle doit acheter des aciers spéciaux pour justement entretenir son outil. Donc c'est peut-être des premières erreurs à éviter avec la création des nouvelles agences, puisque on le disait, le président a annoncé la création de deux agences pour le commerce extérieur qui seront donc distinctes, une en charge des importations, l'autre en charge des exportations. Quelles sont les autres erreurs à ne pas éviter, sachant que c'est quand même des activités qui sont parfois liées? Tout à fait. Nous avons toujours suggéré ça, c'est de faire la séparation, donc la différence. Le CREA a toujours suggéré de faire la séparation, éviter l'amalgame entre les produits destinés aux consommateurs et les produits, c'est vrai, effectivement revendus en état, mais qui sont destinés à l'économie, à l'industrie. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux citer d'autres exemples, des petits transformateurs qui n'ont pas de gros volume à importer. C'est plus cher pour eux d'importer de la matière première tout seul que d'acheter chez une société spécialisée qui importe des matières premières en quantité suffisante pour tout le monde. Et c'est plus économique pour une petite PME d'acheter localement que d'aller faire un dossier pour importer. Et quelles sont vos propositions dans ce sens, justement? Avec la création des deux agences, le CREA se veut une force de proposition, justement, pour les pouvoirs publics. Qu'est-ce que vous proposez pour que ces deux agences soient vraiment au service de l'économie nationale? Tout à fait. Comme l'avait dit le président lors de la rencontre, il avait dit qu'il fallait s'impliquer avec ces agences-là pour justement déterminer par filière, déterminer quels sont, justement, pour ne pas faire l'amalgame, quels sont les produits qu'on devrait faire rentrer dans cette nouvelle agence, qui seront soumis à autorisation, et ceux qui ne le seront pas. Le CREA est tout à fait disposé à travailler avec cette nouvelle agence, puisque nous sommes organisés en filière. Et donc, comme on dit, donc effectivement, nous avons toutes les filières, et donc quand on prend les opérateurs d'une filière, ils connaissent très bien leur sujet, et donc ils pourront aider justement l'agence à bien déterminer quels sont les produits qui seraient destinés à cette agence, et les autres qui seraient libres pour les sociétés qui sont là. C'est un soutien, on appelle ça des sociétés de soutien à l'industrie. Alors on parle depuis plusieurs années, justement, puisque vous parlez aujourd'hui de la nécessité de connaître à la fois les produits dont on a besoin pour l'industrie, ceux dont on a besoin pour la consommation et les produits qu'on peut exporter, la cartographie de la production nationale, les besoins, on en a parlé, on en parle depuis des années. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons de la visibilité? Vous savez, c'est le travail qui devrait se faire sur un marché. C'est une veille sur le marché. C'est-à-dire, c'est très simple. Quand vous avez pas de tension sur un produit, ça veut dire que le produit est disponible. Dès lors que les produits se raréfient, vous avez des tensions sur les produits. Les prix de ceux-ci se augmentent. De toute façon, il y a un principe logique de marché. Il y a un principe logique de marché qui existe depuis que le monde est monde. Un marché, c'est l'offre et la demande. On ne peut pas réguler d'une autre manière que l'offre et la demande. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une offre pléthorique pour qu'il y ait une diminution de la demande. Nous l'avons vécu sur certains exemples, que ce soit, on prend l'exemple du lait, le jour où les sociétés, les transformateurs de lait ont eu des quantités supplémentaires de poudre de lait, donc ils ont produit plus de lait,
la tension a baissé. Nous l'avons vu sur d'autres produits aussi. Donc, c'est un problème d'offre et de demande. Aujourd'hui, effectivement, on veut pousser, c'est-à-dire la logique, c'est de pousser nos importateurs à devenir industriels pour produire localement, parce que la valeur ajoutée, elle est dans la production. Je pense qu'on a commencé un bout de chemin, on aurait pu faire mieux. À notre avis, au CREA, on aurait pu faire beaucoup mieux. J'espère que dorénavant, avec justement ces mesures annoncées, on devrait y arriver. À titre d'exemple, les chiffres ont été donnés lors de cette rencontre. En 2019, l'industrie participait à 3% sur le PIB. Aujourd'hui, depuis 5 ou 6 ans, nous sommes à 6-7%. Nous sommes encore un peu loin des 18% que l'Algérie avait à une certaine époque. Donc, arriver déjà à 12% dans les prochaines années à venir, proches, j'espère, je pense qu'il y a de bons signes, puisque aujourd'hui, vous avez 13 000 et quelques projets inscrits à l'API. Et certains vont dire, vous savez, les esprits négatifs parfois, ils disent non, ce ne sont que des chiffres, non, c'est pas vrai, 13 000, mais nous avons fait le travail pour essayer de vérifier ça, et nous sommes rapprochés de la CNAS pour essayer de savoir, il y a eu combien d'emplois l'année 2023, il y en a eu combien en 2024? En 2024, il y a eu plus de 400 000 nouveaux inscrits à la CNAS. D'où viennent ces 400 et quelques mille nouveaux inscrits de la CNAS si ce n'était pas des projets, des projets sur les 13 000 qui ont démarré? Donc, nous sommes optimistes, ça veut dire que si ces projets-là, on arrive déjà à clôturer les 13 000 qui seront opérationnels, nous sommes certains que l'année 2025 ou 2026, nous allons avoir des chiffres plus importants. L'objectif, c'est d'arriver au plein emploi. Je pense qu'il y a des régions, lors de nos discussions, un grand opérateur économique de la région de l'Est disait que je n'arrivais plus à trouver de la main-d'œuvre, qu'il ramenait de la main-d'œuvre des wilayas limitrophes, et c'était à l'unanimité de toute la région, de tous les industriels de la région. Ça veut dire que aujourd'hui, il y a une dynamique. Il y a une dynamique. Très bien, une dynamique que nous allons évoquer et surtout les mécanismes qui sont en train d'être mis en place pour encourager cette dynamique, à savoir les guichets uniques, les questions liées au foncier. Ça sera dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous. Monsieur Hechlef, on parle donc de ces orientations du président de la République pour booster l'investissement, lever les contraintes que rencontrent les opérateurs économiques. Autre point important mentionné en plus de celui lié donc à la fin de Algex, celui du guichet unique des investissements. Le président évoque des incompréhensions. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce guichet ne répond pas vraiment aux attentes, aux revendications des opérateurs, monsieur Hechlef? Ça a été, nous au CREA, nous avons toujours mis l'accent sur la notion de guichet unique, et nous avons toujours revendiqué, pour faciliter et fluidifier l'acte d'investir, on ne peut pas appeler un guichet unique un guichet qui vous donne uniquement les avantages liés à l'investissement, c'est-à-dire les avantages fiscaux et liés à l'investissement. Le plus important pour ce qui est pour un investisseur, effectivement, c'est vrai que les avantages fiscaux sont importants, mais ce n'est pas les plus importants, puisque le plus important, c'est de réaliser son projet dans des délais impartis. Donc, le plus vite possible, le mieux. Nous sommes dans un monde très concurrentiel. Plus tôt on commence son investissement, mieux nous avons des chances de le réussir. Donc aujourd'hui, un guichet unique devrait normalement fonctionner pour donner, comme le nom l'indique, donner toutes les autorisations ou tous les documents nécessaires pour l'investisseur. Je vais citer à titre d'exemple. Vous allez aujourd'hui à l'API, elle vous donne le dossier d'avantage, vous êtes éligible, vous faites un dossier d'investissement, et on vous dit c'est bon, vous êtes éligible à cet investissement, aux avantages fiscaux liés à cet investissement, les avantages douaniers pour l'importation des équipements et tout ça.
Puis commence une longue course. Mais après commence un long parcours. Le long parcours, c'est il faut trouver l'assiette foncière. Bon, supposons que l'investisseur a déjà l'assiette foncière, le parcours, il faut avoir un permis de construire, il faut avoir les autorisations préalables d'investissement liées à l'environnement et toute une série d'administration à visiter. De documents récifs et d'administration à visiter. Et dans quelqu'un de Naama, il est obligé de venir, de prendre sa décision et après de faire tout le circuit. Et là, il est livré à lui-même. Alors, donc, la notion même de guichet unique, elle est faussée. Elle est faussée, elle disparaît. Donc, je pense que Monsieur le Président a très bien saisi cette revendication et la preuve lors de son élocution, il a très bien mis l'accent en disant qu'il fallait qu'on ait vraiment la fonction de guichet unique, c'est-à-dire un opérateur, il arrive à ses guichets uniques, il a tous les services qui sont là et il sort avec ses autorisations, il va travailler. C'est ça qui est important. D'où l'incompréhension qui est mentionnée par le chef de l'État, puisqu'il parle d'incompréhension du sens du guichet unique. Oui, tout à fait, mais le président a mis l'accent sur ça. Il a dit, vous me parlez d'un guichet unique, mais en définitive, ce n'est pas là, ce n'est pas un. Donc, le président a donné instruction, je pense, pour que ce guichet unique fonctionne réellement, comme son nom l'indique, un guichet unique. Et ça, croyez-moi, je reviens sur les 13 000 et quelques projets qui ont été inscrits à l'API. Si vraiment ces 13 000 projets avaient eu les autorisations le jour même, de la même façon qu'ils ont eu l'agrément d'avantages fiscaux, ils auraient été opérationnels il y a longtemps. Et au lieu d'avoir que 400 000, on aurait eu beaucoup plus, parce que ces 400 000 proviennent de la partie des projets, des 13 000 qui sont rentrés en production. C'est-à-dire qu'il y en a encore beaucoup qui ne sont pas encore rentrés en production, qui seraient rentrés en production si ils avaient obtenu, ils étaient sortis du guichet unique avec toutes les autorisations. Ils seraient mis au travail et ils auraient créé de l'emploi. Alors, autre question que vous venez justement d'évoquer, celle de trouver les assiettes foncières. Une question épineuse, presque éternelle, Tout à fait. Celle du foncier économique. Elle revient tout le temps quand on parle d'investissement. La loi existe aujourd'hui pour régir elle régit le foncier économique. Sa gestion devait être confiée à 3 agences spécialisées, industrielles, agricoles et touristiques, donc 3 types de fonciers. Finalement, aujourd'hui, l'API gère le foncier industriel et donc il est toujours entre ses mains, mais le président, là aussi, a mentionné une incohérence. Le nombre de dossiers reçus par l'agence est très important, mais l'agence n'arrive pas à mettre le foncier nécessaire à disposition des opérateurs. Quelle est votre proposition, justement, pour régler ce problème lié au foncier ? Vous savez, l'API devait récupérer tous les fonciers résiduels inexploité. Donc, ce foncier-là, elle ne le détenait pas. Donc, il fallait que les agences foncières ou autres, ou les domaines, ou les sociétés publiques qui devaient remettre ça. Donc, il y a toutes des procédures administratives pour remettre ces dossiers, ces assiettes foncières à l'API, pour qu'elle puisse les servir. Donc, l'API, à chaque fois qu'elle a des assiettes foncières, elle les met sur la plateforme. Mais c'est vraiment insuffisant par rapport à la demande. Vous ne pouvez pas répondre à 13 000 projets déjà inscrits avec, je sais qu'il y avait un chiffre il n'y a pas longtemps qu'avait donné l'API, qui avait desservi 400 et quelques ou 500 et quelques assiettes foncières. Donc, c'est impossible. C'est dérisoire par rapport. Et comme son nom l'indique, c'est du foncier résiduel. Qui dit résiduel, ça veut dire moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait créer de nouvelles zones industrielles. Il faut créer du foncier industriel. Et là aussi, c'est l'histoire de l'offre et la demande. S'il y avait
beaucoup de zones industrielles. On ne parlerait pas du foncier. Parce que si vous mettez en place plein de zones partout, zones industrielles, eh ben, vous offrez plus que la demande, eh ben, tout le monde pourra accéder au foncier, donc il n'y aurait pas eu cette tension et on aurait pu avancer. Bon, je pense que c'est inéluctable d'aller créer des zones industrielles, donc de réserver des assiettes pour l'industrie, parce que l'homme, vous savez, l'homme a évolué, qu'on le veuille ou non, l'homme a évolué sur sa terre, sur une terre agricole. Comment s'installe l'homme? On revient à ça. L'homme, il vient et il va et là où il y a un cours d'eau, il s'installe, il commence à cultiver sa terre. Après, une fois qu'il a cultivé sa terre, il va construire sa petite maisonnette. Ensuite, quand ses enfants grandissent, il agrandit la maisonnette. Et l'homme a évolué sur déjà une terre agricole. Donc, vous prenez toutes les villes algériennes, vous allez voir qu'elles sont installées sur des terres agricoles. L'homme a habité des terres agricoles. Donc, aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a des projets ADL et autres, des projets de construction qui viennent en déclassement de terres agricoles. On le voit à chaque fois parce qu'il y a un besoin. Comme il y a un besoin de se loger, qui est logique, hein, c'est pas spécifique à l'Algérie. Hein. Aujourd'hui, l'agriculture, on parle plus de surface agricole, on parle de rendement à l'hectare. On ne parle plus de surface d'hectares plantés. Donc, mais les terres agricoles sont aujourd'hui protégées par la Constitution, oui, par toutes les lois de la République. Oui. Donc, c'est aller vers des wilayas, vers des territoires qui aujourd'hui sont presque vierges. Oui, quand on parle du sud du pays, par exemple. Vous savez, il y a des zones productives, d'autres qui ne sont pas productives. Moi, je ne parle pas des zones productives. Les zones productives, on a besoin de... Tout à fait. Mais il y a des zones qui ne sont pas productives, qui ne sont pas destinées vraiment à de grandes productions. Donc, c'est un équilibre à trouver. Je ne dis pas qu'il faut aller prendre des terres agricoles. Je dis qu'il faut trouver des solutions, de trouver des zones qui pourraient être destinées à l'industrie. Fabriquer des zones d'activité, voilà, des zones industrielles. Voilà, fabriquer des zones d'activité pour l'industrie. C'est tout à fait différent. Donc, il faut pas mal me comprendre. Hein. Alors, justement, aujourd'hui, la création de zones d'activité, de zones industrielles peut également être du ressort du privé. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des opérateurs qui investissent dans ce sens ? Vous savez, la loi le permet. Vous savez, il y a eu quelques expériences, je crois, une Ablida, une Assietif, où des assiettes ont été mises à la disposition d'un groupe d'opérateurs qui les ont, eux, pris en charge en viabilisation parce que le problème, c'est quoi? C'est pas de trouver la terre pour les zones industrielles, c'est d'aménager la zone industrielle. Il y a eu une expérience, je sais, à Ablida, Assietif, je crois ailleurs, où les opérateurs ont pris en charge eux-mêmes, ils se sont organisés, ils ont fait la viabilisation eux-mêmes. Et bien, cette zone-là a vu le jour très vite et aujourd'hui, elles font partie, ces deux zones-là, des plus belles zones, puisqu'elles ont été aménagées par les opérateurs, les premiers concernés. Donc aujourd'hui, c'est ça, à mon avis, ça peut être une piste. Ça peut être une piste à aller trouver. Cette piste-là serait de donner aux opérateurs qui le désirent, qui se regroupent et qui aménagent leur zone industrielle. Peut-être une dernière question, Monsieur Hachlef. Lors de cette rencontre, il y a eu cet appel qui est à retenir, celui adressé aux opérateurs économiques pour investir dans des secteurs qui aujourd'hui ne sont pas investis par des opérateurs algériens. Les banques privées, les sociétés de transport maritime sont les exemples cités par le chef de l'État. Est-ce qu'il y a aujourd'hui peut-être des intentions? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des secteurs qui finalement sont quelque part fuis, désertés par les opérateurs, ou c'est question d'encouragement? Excusez-moi, répétez la question. Je vous ai dit aujourd'hui, lorsqu'on voit le président de la République dans son allocution, il a appelé les opérateurs économiques algériens à investir dans des secteurs qui sont stratégiques, à savoir les banques, notamment le secteur financier, et il a cité également les sociétés de transport maritime dont le besoin, là aussi, est très important. Les opérateurs ne cessent de l'exprimer. Alors, est-ce qu'il y a aujourd'hui des contraintes qui empêchent les opérateurs d'aller vers ces secteurs, ou c'est juste un manque d'encouragement, ou est-ce qu'il y a des craintes qui font que les opérateurs évitent ces créneaux?
Vous savez, effectivement, Parce que le besoin est important pour les deux. aujourd'hui, le plus important, c'est que les banques, les banques soient plus fluides. Aujourd'hui, le problème se pose, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez à la banque, il n'y a pas de délai imparti à la réponse d'un dossier. Vous savez, un opérateur économique qui va chez une banque, si on pouvait mettre des deadlines pour une réponse, c'est-à-dire la banque répond, elle est tenue de répondre au bout, je ne sais pas, d'un mois, 2 mois, mais qu'il y ait une date. Un opérateur, qu'on lui dise oui, eh ben, c'est un projet qui va démarrer. Quand on lui dise non, on va lui donner les raisons pourquoi on a dit non, mais qu'il ait une réponse. Il peut passer à autre chose si on lui dit non sur quelque chose. Donc aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont dans les banques et les banques ne donnent pas de suite, ni positif et négatif. Donc au CREA, nous appelons à essayer de faire des deadlines aux banques pour répondre sur les dossiers. C'est-à-dire pour ne pas retarder l'investisseur. Il sait soit au bout de, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois, c'est pas à moi de déterminer les délais, mais je pense que c'est aux spécialistes et aux banques de dire, voilà, on peut étudier un dossier en tel délai. Une fois qu'il détermine un délai, ce délai devient opposable aux deux. C'est-à-dire, la banque doit répondre, que ce soit en négatif ou en positif, elle doit répondre. C'est ça le problème. Et j'espère que ça ira dans ce sens pour justement fluidifier l'acte d'investir. Merci, Monsieur Hachlaf. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle, mesdames, messieurs, que nous avions avec nous ce matin Monsieur Reda Hachlaf, vice-président du CREA, le Conseil du renouveau économique algérien. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Bonne journée et à demain. Merci. L'invité du jour vous a été présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche.